Cette vidéo est sponsorisée par... Attends, quoi? On est sponsor? On va gagner de l'argent. Les gars, ça enregistre là. Ah, tu couperas au montage. Au Mont quoi? Donc, cette vidéo est sponsorisée par Jim's Corner, sympathique lounge situé sur le Faubourg Poissonnière dans le 9e arrondissement de Paris, ambiance cosy et plat de qualité. Ouais, en vrai, on va vraiment pas gagner d'argent, quoi. Kev, on est payé en boisson chaude. Boisson chaude, smoothie, thé glacé, le Jim's Corner, un lieu où il fait bon se poser. Susboule. Ferme-la. Ouais, vraiment pas d'argent, quoi. Lien et détails dans la description. Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 23. Salut Olive. Salut Vivien. Salut Kev. Salut Vivien. Comment ça va les garçons? Ça va très bien. Très bien aussi. Pas super. Moi ça va aussi. Ah ouais, comment Ah tu oui, vas Vivien? pardon. Vous êtes, Et toi, Vivien, ça va? ça va très bien. Kev, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'une bromance au milieu d'un pénitencier. Oh la vache. Tu vois, faut écrire. Hein. Oh mon dieu. On va Wow. parler de l'histoire d'un banquier qui se fait emprisonner pour le meurtre de sa femme et de son amant et qui va rencontrer Red, son nouveau meilleur copain. Tout ça dans Shawshank, un pénitencier assez sévère où on n'a pas spécialement envie de finir et on va voir leur vie défiler. Mais on sait pas ce qui va se passer. Bienvenue dans Les Évadés. Donc oui, Les Évadés de Frank Darabont, sorti en 94 aux États-Unis. Un film très long, de 2h20, avec Tim Robbins, avec Morgan Freeman aussi du coup, Bob Gunton, William Sadler, Mark Rolston, Jill Bellows, James Whitmore et beaucoup d'autres personnes. Un film donc que moi j'ai bien aimé, et vous? Comment vous avez aimé le film? Comment vous avez aimé le film? Bah, moi, avec un peu de paprika dessus. Qu'avez-vous pensé de ce film? Ah bah voilà. Tu vois, tu y arrives. Ah, moi, c'est un film que j'ai vu au cinéma, que je n'avais jamais revu depuis. C'est un film que j'apprécie. Et c'est un film que je trouve cependant très lent et très long. Nécessaire, parce que c'est comme ça qu'est pensé qu'était écrit et pensé le film. Mais très bon film, sinon. Moi, c'est un film que j'ai dû voir 7-8 fois déjà depuis ma plus tendre enfance. Et tout simplement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Oh. Le mot est lâché. Le mot est lâché, on a trouvé le chef-d'œuvre de Kev. Enfin, c'est un chef-d'œuvre, mais il fait pas partie de mes films préférés. Mais je l'apprécie énormément. Donc oui, c'est un film qui est même pas inspiré, écrit hein, sur la base du roman de Stephen King. Et pourtant il n'y a pas de voiture ou d'autres trucs d'horreur en fait. On est juste clown, De sur une tondeuse. prison. Ou de tondeuse, ou de n'importe quelle autre idée de Stephen King. Non, on est sur un film sur des personnages dans une prison qui s'appelle Les Évadés, Shawshank Redemption en anglais. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur ce film, à part qu'il a été un échec à sa sortie. Pour moi, ça fait sens. Je suis pas plus étonné que ça. On est sur un film qui est très long en effet, et donc, Mais peut-être les gens. Je ne pense vont pas- typiquement que c'est un film qui s'apprécie pas au cinéma. C'est un film qui s'apprécie chez soi, dans son petit confort, et tu le découvres ou le redécouvres plus tard. Je pense que c'est un film que la plupart des gens ont découvert le dimanche soir à la télé sur TF1 ou un truc comme ça. Et je pense que c'est typiquement le genre de film qu'il faut voir dans ces conditions-là. Bah, c'est qu'à part quelques décors et quelques plans, la plupart du temps c'est assez, c'est d'une prison quoi. Hein. Ah bah- C'est pas du Ah bah c'est spectaculaire. terne au possible, hein, mais C'est pas quelque chose forcément à regarder sur un terrain de tennis grandeur nature. Donc c'est logique. On va rentrer dedans. Olive, Oui. parle-nous de cette première et déjà longue scène. Je vais peut-être pas faire toute la première scène parce qu'elle est segmentée déjà. On a une présentation de deux personnages et je m'arrêterai là.
avant qu'on rentre après, nous, plus en avant dans le film. Le film s'ouvre en fait sur Andy Dufresne, donc notre personnage principal. On comprend qu'il est malheureux et qu'il est ivre. Dans sa voiture, il sort un revolver avec donc intention de nuire. On ne sait pas trop pourquoi. Et il y a un fondu au noir et on se retrouve le jour de son procès où on apprend donc qu'il est accusé du meurtre de sa femme et de l'amant de sa femme. Tout le désigne coupable. Lui se proclame innocent, mais c'est pas ce que revendiquent ses juges et il se retrouve donc condamné à la perpétuité. En parallèle de ça, on a donc Morgan Freeman qui lui est déjà en prison, on le voit très bien. Il rentre pour une demande de remise en liberté conditionnelle. Il s'est fait tout beau, on sent c'est quelqu'un qui a bien eu le temps de préparer son dossier, malgré l'anxiété que ça peut provoquer. Et ça se termine très brièvement avec juste simplement un coup de tampon qu'on verra 3 fois dans le film, qui à mon sens pour marquer les 3 actes du film en fait, un tampon avec refus de sa conditionnelle. Voilà pour la première scène du film. C'est ça, une première scène qui est déjà très longue, 8 minutes je crois. Oui, à la louche, je dirais à peu près ça. Ouais. Qui donne le ton du film. On va vivre un film dans une prison et qui nous présente du coup nos personnages principaux, qui sont Andy et Red, joués par Tim et Morgan. Je les appelle par leur prénom, c'est mes potes. Mais parce qu'on les connaît, en YouTube. Oui, voilà, c'est... Ouais, et c'est puis ça. surtout Exactement. Morgan, on a l'impression d'avoir grandi avec lui. Hein. D'ailleurs, Morgan qui a 84 ans aujourd'hui, on ne dirait pas parce qu'il a toujours la même tête. Cette première scène, oui, on apprend donc un quiproquo un peu. Oh, merde, paye ton quiproquo quand même. Ouais, c'est un quiproquo un peu dur parce qu'il va prendre cher. Il va prendre Il prend 2 perpètes. 2 fois la peine à perpétuité. Voilà, 2 perpétuités. Je sais pas, vous, à votre premier visionnage, si vous aviez un doute sur le fait qu'il l'ait commis ou pas. Ouais, moi au cinéma, j'ai eu un gros doute tout du long et je m'attendais presque à un twist parce que c'était un peu dans le mood du cinéma de l'époque et ce film il était très dissonant par rapport aux productions qu'on avait, tu vois, à cette époque-là. C'est pas du tout un film d'action, il n'y a pas de twist à la fin où tu fais oh mon dieu quel cliffhanger incroyable. Non. Là, donc moi je m'attendais, je voulais vraiment même suivre une espèce d'enquête parallèle qui prouverait soit l'innocence ou soit définitivement le condamnerait. Ou même je m'attendais à une espèce de manipulateur, tu vois, de tout du long tu le suis comme quelqu'un qui se dit innocent, même si c'est pas des propos qu'on va entendre et qui vont être répétés tout au long du film, mais et au final t'apprends que c'était un psychopathe et qu'en effet il les avait vraiment tués, et bah pas du tout, rien de tout ça, donc voilà. Mais même ça, lors de son procès, pendant la première scène où il est très stoïque, et c'est même ce que le froid, juge va lui reprocher, de pas avoir de remords. T'as l'interrogation, tu te demandes un peu, mais encore une fois, je pense que cette interrogation, elle aurait été elle doit être bien plus présente quand t'as le titre Shawshank Redemption, plutôt que Les Évadés. Bah, le titre français il te nique complètement. Ah ouais, le alors film, que tu sais, en fait, quand t'as le terme rédemption dans ton titre, ça te pose une interrogation, ne serait-ce qu'avant d'aller voir le film. Bien sûr, mais je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve que, ouais, pour le coup, le titre français, ils auraient pu. Alors, je sais que Shawshank, par exemple, ce n'est pas un mot facile dans la langue française et qu'ils auraient pu trouver autre chose. On aurait pu franciser le nom du pénitencier, par exemple, et en gardant l'idée du nom du pénitencier / rédemption, ça aurait quand même beaucoup mieux fonctionné que Les Évadés. Ouais. Ils auraient pu s'inspirer du nom du roman, en fait, par exemple, on va voir plus tard dans le film, Andy va collectionner des portraits de femmes, et le roman a justement, son nom, c'est le portrait d'une de ces femmes, Rita, Ouais. et la rédemption de Shawshank. Ils auraient pu s'inspirer de quelque chose de plus simple, voilà, avec une actrice connue qu'ils auraient pu mettre. Mais rédemption était un mot important, en fait, à la base. Ah bah, c'est un mot, oui, tout à fait. Quelqu'un qui fait une rédemption, c'est pas la même chose que quelqu'un qui s'évade. Il y a des similitudes, même philosophiquement, sociologiquement, tout ça, mais c'est pas la même chose. Et encore moins, c'est surtout pas la même chose sur un film, sur du suspense, sur un scénario où on veut créer un suspense potentiel. Je suis entièrement d'accord Oui, avec toi. surtout que un truc typique qui arrive dans à peu près tous les films où ils sont en tôle, ils vont lui demander mais t'as fait quoi toi, et l'autre il va lui dire bah je suis innocent, et ils vont dire mais tu sais ici tout le monde est innocent. Ça, le pénitencier est rempli Quand d'innocents. il fait Heywood, t'es innocent toi? Ouais, c'est l'avocat qui m'a eu en fait. Il en parle très très peu en fait de ce crime. On va voir au début, il va dire je suis innocent, et après
pendant de longues minutes, enfin même de dizaines de minutes, ils en parlent très peu en fait. Ça revient que par segments. On va dire, c'est un truc que j'aime pas trop dans ce film, c'est qu'en effet tout ça c'est mis de côté. Alors on va suivre peut-être quelque chose de plus intéressant qui porte plus même à la fidélité du roman ou tout ça, mais on ne suit pas cette enquête parce qu'il y en a pas, on ne suit plus ce crime, on suit, on va dire du coup la rédemption de Andy et la façon dont il va purger sa peine dans cette prison. On oublie complètement presque en fait qu'il a tué des gens, mais on l'oublie pourquoi? Parce que tout autour, on nous a introduit à une vie normale dans le contexte de la prison en fait. On sait que tout le monde est potentiellement tueur, mais tout le monde est innocent. Et on va dire, même cette prison, alors qu'une prison ça sent pas super aguichant, enfin personnellement cette prison m'a pas l'air spécialement effrayante en fait. Non, alors on te rappelle plusieurs fois dans le film, on te rappelle qu'elle est dure. Ouais, mais c'est pas la prison qui est effrayante en fait, c'est les gens qui y habitent. Mais comme tu dis, on va suivre la vie de cette communauté. Bon, communauté, c'est peut-être pas le bon terme, mais cette communauté d'incarcérés. Mais typiquement, on a donc Red, on sait ce qu'il va faire parce qu'à un moment donné, il va le dire, donc son crime. On va avoir un autre gars, Timmy, qu'on va introduire bien plus tard, mais la plupart des mecs, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Hein. On occulte presque le fait que ce sont des criminels, ce sont des mecs qui vivent dans un hôtel pas 5 étoiles, quoi. On suit plus les relations sociales, le développement et la création d'un tissu social et d'amitié et de confrérie ou de communauté, comme tu disais, Kevin, dans ce film, plus que même une évasion, tout simplement. Hein. Si des gens qui nous écoutent n'ont pas vu le film et veulent le voir, déjà arrêtez-vous là et allez voir le film maintenant, mais ne vous attendez pas à voir Prison Break pendant 2h20. Ça n'a rien à voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, où vraiment l'évasion, c'est la dernière demi-heure. Ça prend place. Et encore, on n'en parle jamais. On n'en parle à aucun moment du film. C'est juste, voilà, acte 3, bim, il s'est évadé, fin. Oui, et puis ils en parlent pendant à peine 10 minutes, et puis après, ça passe à autre chose. La seule façon de s'évader de cette prison, enfin du moins dans laquelle on parle, et qui va être du début à la fin du film, c'est la réhabilitation. Oui, c'est ce qu'il dit. À un moment donné, ils ont une conversation, et ils parlent de l'espoir. Andy, le personnage principal, parle de l'espoir avec Red, et c'est même là où Red va quelque peu s'énerver parce que pour lui il n'y a plus d'espoir une fois que tu es en tôle. Comment il dit ça, le terme? Je sais plus, mais quand il parle de Brooks, donc un ancien qui a fait plus de 50 ans en prison et qui ressort et donc qui est perdu et qui s'en suicide, il parle de, je sais plus quel terme il dit, mais le fait que ils ont été tellement habitués à la prison qu'ils peuvent plus en sortir en fait. Le mot qui définit en fait ça, c'est devenir institutionnel. Exact, ouais, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que Brooks, quand il sort, déjà lui il ne veut pas sortir. Au moment où ça arrive que sa réduction de peine est tombée et qu'il a le droit à une conditionnelle, lui ne veut pas sortir. Il va tout mettre en œuvre pendant quelques minutes au sein de la prison pour ne pas quitter la prison. Et après on va suivre ce personnage qui était un personnage tertiaire presque de la première moitié du film. On va le suivre dans sa vie de réhabilité. Il travaille dans un supermarché, il a un appartement de réhab, et au final il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à trouver sa place dans la société qu'il a quittée il y a une cinquantaine d'années. Il y a une phrase que j'avais trouvée intéressante, c'est quand avant de rentrer en prison, étant jeune, j'avais vu une voiture de ma vie, et là en sortant maintenant, il y en a plein, il n'y a que ça, les gens sont pressés et n'ont pas le temps. C'est vrai qu'il faut se rappeler que ce personnage, Brooks, qu'on voit par moment, par plan, en fait, certains plans du début du film, va avoir en plein milieu du film ses 5 minutes à lui. Et en effet, ce qui est très bien amené par le scénario, Brooks, il sait pas ce que c'est on va dire le fait de conduire, de se déplacer en voiture. Parce que Brooks, il s'est fait emprisonner, je crois, il dit en 1905, quelque chose comme ça. Ouais. 1905. Voilà, en 1905, il n'y avait pas des autoroutes, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de route avec beaucoup de voitures, tout ça, et c'est vrai que c'est très intéressant. Et oui, donc pendant ces 5 minutes qu'on offre en fait à ce personnage, ce tiers personnage, on lui offre presque une nouvelle vie, et c'est ça être institutionnel une fois que tu es en prison, c'est que cette nouvelle vie, lui, il la connaît plus. Soit il apprend à tout faire, ce qu'il ne peut pas au bout de 50 ans de prison,
soit il arrête, il abandonne et il se libère. Et en fait, on se rend compte que Brooks, quand il a été libéré, il était beaucoup plus emprisonné que quand il était en prison. Parce qu'il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus où se mettre, il dit qu'il a peur aussi. Et il va trouver un moyen pour se libérer de tout ça. Et malheureusement, c'est la mort, le suicide. Red, il le dit très bien après avoir lu la lettre et donc sa lettre où il explique son acte. Il le dit avant, quand il était dans la prison, Brooks, c'était quelqu'un. Il faisait partie des gens intelligents, des gens cultivés, parce qu'il tenait la bibliothèque. Et donc, il était quelqu'un dans ce lieu. Et quand il est sorti, il n'était plus personne. Puis en plus, je pense que même à cette époque, tu pouvais pas être réhabilité comme ça. Il y avait tout un côté. Et puis, on le voit, sa vie, quand il emballe des courses dans un supermarché. On voit qu'il se fait traiter un peu comme de la merde. Enfin, complètement comme de la merde. Alors que c'est un ancien, il n'y a aucune notion de respect. Donc, ils l'ont mis dehors sans rien. Et il a peut-être payé sa dette à la société, comme on dit quand les gens font de la prison. Mais derrière, il n'a plus rien. On va suivre des personnages, on va ressentir des émotions fortes pour eux, de la tristesse, de la peine, de la colère envers d'autres personnages qui leur font du mal, tout ça, de la joie, même les scènes d'après cette discussion sur l'espoir, c'est les scènes où il y a la musique, la fameuse musique, on en reparlera aussi, c'est très important idéologiquement, tout ça. Mais on a de la peine, on ressent des choses pour des personnages qui ont sûrement commis des choses horribles. Par exemple, Brooks, on ne sait pas pourquoi il est là. Il est sûrement là pour meurtre, il est sûrement là pour avoir fait des choses horribles. Peut-être qu'il a purgé sa peine, mais qu'il l'ait purgé ou pas, les autres personnages, c'est pareil. Et on va quand même ressentir des émotions fortes pour eux. Et je pense que le fait de ne pas connaître leurs antécédents fait qu'on les humanise énormément. Parce que ils te diraient, ouais, c'est tous des mecs qui ont fait des tueries de masse, t'aurais moins d'empathie. Là, le fait que tu sais pas pourquoi ils sont là, et puis on voit leur vie, même si, comme on dit, Brooks c'est un personnage tertiaire, on voit leur vie, ils avancent, on les voit rire, partager, être un peu tristes. Et donc, ils nous ont dit, moi, quand Brooks, on le voit se suicider et qui marque en plus au-dessus de la planche aussi, Brooks, ouais, c'est ça, Brooks was here, donc Brooks était là. J'ai eu un pincement au cœur pour ce personnage, même si c'est un personnage qu'on voit que 5 minutes dans tout le film. Parce qu'ils ont réussi à très bien les humaniser, à très bien donc, les ancrer. Et pour le coup, ça, c'est vraiment presque une masterclass. Hein. Le film prenant son temps, il développe vraiment déjà les liens entre chaque prisonnier, parce qu'il y a vraiment le clan Sood et le clan des copains en fait. Hein, on va retrouver notre personnage principal et Morgan Freeman, etc. Mais toute l'affect qu'ils développent entre eux, on le vit parce que le film prend son temps. C'est pas un film qui est pressé. Et du coup, évidemment, quand il arrive quelque chose, une péripétie en fait, voire la mort pour Brooks, on ne peut qu'être touché logiquement parce que le film a pris le temps de bien développer tout ça et de nous transmettre de l'affect pour des personnes. Alors que le film, dès le début, te montre que ça reste des prisonniers parce que vous vous rappelez quand donc on a Andy, donc Fat Ass qui arrive donc dans cette prison. Et donc le groupe de Red, de Morgan, ils prennent des paris pour savoir qui va pleurer la première nuit. Et ils parient des clopes. Donc là, on va parler, je pense, c'est le bon moment pour parler de la scène de Fat Ass. Alors si je peux juste dire quelque chose, c'est depuis tout à l'heure, voilà, on parle de l'émotion, tout ça qu'on peut ressentir pour des personnages qui sont peut-être horribles. Et tout ça, c'est le génie, en fait, du fait que les personnages, entre eux, plaident l'innocence. Et cet élément comique, on va dire, ça reste un élément pour faire sourire un peu, cet élément comique est juste un coup de génie en fait de l'écriture de ce film à saluer, parce que c'est ça qui va nous faire dire ah bah c'est marrant, ils sont drôles, et c'est à partir de là qu'on va réussir à avoir de l'empathie pour eux. Salut coup de génie, salut à toi, voilà, je veux le saluer, donc voilà, on le fait. Écoute, c'est le dernier épisode de la saison, faites entrer le film. Et ça va pas être le plus drôle, tu vois, donc à un moment donné, si on peut en caler une ou deux petites, moi j'attends Kev au tournant, tu vois, parce que voilà, c'est triste sinon. Bah, en attendant, on va parler du petit gros. Bon, parlons du petit gros qui se fait sabater la gueule dans la prison, du coup. Alors, oh yeah. Mais juste pour te dire que juste avant qu'ils arrivent, donc quand ils arrivent dans la prison où ils sont donc comment il s'appelle le directeur, il arrive, fait oui,
il y a que deux choses importantes, la discipline et la Bible. Et si vous respectez pas l'un des deux, vous allez prendre cher. Mais tout le côté du je me fais laver au jet, on m'envoie sur la gueule une poudre désinfectante, on me fout à poil juste avant les chambres et bah waouh, tu te dis bon bah en fait on se dit directement que c'est peut-être les vrais salauds du film, c'est peut-être les gardiens et ce gentil directeur. Ah bah, tu vois bien que le pouvoir monte à la tête, en fait. Ça se voit surtout avec le gardien principal, hein, celui qui tabasse Fatas, justement, le petit gros. L'humanité a quitté son âme. Enfin, c'est fini. Tu sens vraiment que lui, le pouvoir lui est trop monté à la tête. Et c'est mis en opposition avec l'humanité d'un des prisonniers. C'est-à-dire que pendant cette scène, tout le monde parle vite fait, essaye de titiller les prisonniers sur lesquels ils ont parié. Parce que tout le monde fait ça, c'est un peu une c'est un jeu. À Shawshank, c'est un jeu, exactement. Et on va avoir un des prisonniers qui fait partie du groupe de potes, dont les personnages Heywood, c'est ça qui s'appelle, a parié sur le petit gros et va essayer de le faire craquer en l'insultant, sa mère ou des choses comme ça. Voilà, ils arrivent à le faire craquer. Et le gardien principal va arriver et va lui demander ce qui se passe, tout ça, et le petit gros pleure et continue à le supplier de le sortir de là. Et là, on va humaniser un prisonnier face à la non-humanité du gardien. Je sais pas comment on dit le contraire d'humaniser, en fait. Déshumanisé ? Face à la déshumanisation du gardien. Je suis pas sûr de moi. Heywood va chuchoter, mais presque apeuré, en fait, presque stressé, vers le petit gros en lui disant « Arrête, tais-toi, genre maintenant c'est bon, c'est fini, tu vas avoir des problèmes. » Et c'est là qu'en fait, on a vraiment la différence entre les prisonniers qui ont peut-être fait quelque chose d'horrible et le gardien, mais qui l'a fait quelque chose d'horrible. Parce qu'il le tabasse à mort. Il le matraque, il le sort de sa cellule, il le matraque à mort avant que le petit gros, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, soit emmené à l'infirmerie, et on apprendra le lendemain à la cantine qu'il n'a pas passé la nuit parce qu'il n'y avait pas de médecin et que petit gros est mort. Il a agonisé toute la nuit, en plus ils le disent bien que toute la nuit il gémissait bien et il en est mort. Mais ça, et après derrière t'as Andy qui dit mais c'était quoi son nom? Et l'autre il dit mais on s'en fout, c'est pas important. Ça aussi c'est très dur, hein, juste ça, genre la déshumanisation du coup va jusqu'à même la perte de repère et la perte de son identité. Ouais. Tu vois, le petit gros, ce sera ad vitam le petit gros. Ce qui est horrible. Et l'intervention d'Andy qui dit mais il s'appelait comment? Alors moi déjà ça m'a fait penser à Fight Club, parce que dans la mort on change de nom, etc. Ça fait écho à ça même s'il n'a aucun rapport. C'est Robert... ça a dédramatisé pour moi la scène. Ah ouais, il s'appelle Robert Paulson comme dans Fight Club. Mais en fait pas du tout. mais quand tu te la manges en pleine face, cette réplique, mais il s'appelait comment? Et que la seule réponse que tu as c'est un mur qui te dit bon, on s'en fout de ça, vas-y donne les cigarettes que tu as perdu au pari, tu vois, il est mort. Après moi je voudrais juste apporter un petit truc, parce qu'on est dans la cantine et j'ai mes yeux d'expert de Felf, donc ça veut dire expert moins quart quand même. J'ai regardé leurs assiettes et ils avaient des morceaux de baguettes coupés. Et plus tard dans le film, quand ils retournent à la cantine, c'est du pain de mie. Et je trouvais ça très bien aussi que ça change en fonction des époques, parce que je pense que le pain de mie à cette époque-là, c'était moins démocratisé. Ça, c'est un truc qui est, je trouve, hyper bien géré dans le film, et pourtant d'une manière très discrète, c'est le changement d'époque. Il y a un espèce de roulement qui s'opère tous les 10 ans, sans qu'on s'en rende compte. C'est juste... il y a même pas c'est même pas ligné sur l'écran, on sait pas trop, voilà, mais la colorimétrie change complètement. En 49, quand ils sont incarcérés, il fait très froid, hein, c'est vraiment tout est gris, froid, bleu, métal, enfin tout est métallique presque. Et au fur et à mesure des époques, quand on arrive dans les années 50, 60, etc., ça devient beaucoup plus coloré. Il y a des scènes qui sont beaucoup plus chaleureuses, etc. Et on voit, même dans le look, c'est très discret, mais même dans le look des prisonniers, la façon dont ils portent leur tenue tout en jean avec chemise claire et pantalon de jean. Oui. Mais tout ça évolue de manière discrète, et même l'âge, hein, quelques cheveux blancs commencent à apparaître au fur et à mesure du film sur les personnages centraux. Ouais. J'ai trouvé la gestion de la colorimétrie qui indique en fait qu'on a changé d'époque, très très discrète mais super pertinente. T'as deux choses qui te disent qu'on change d'époque en fait. C'est donc la colorimétrie, les déguisements, les tenues et tout. Et aussi le fait que tous les 10 ans, Morgan Freeman passe devant la commission
pour voir s'il est apte ou pas à sortir. Et donc tous les 10 ans, on a ça. Le coup de tampon. Ce tampon, ouais. Et pour le coup, dans ce film, donc il prend son temps. Quand même, la première partie est assez dure parce que quand Andy va se faire tabasser par les 3 sœurs assez souvent. Alors, faut qu'on explique qui sont les 3 sœurs parce que ce sont pas vraiment des sœurs. Bref, c'est 3 connards. Ce sont 3 prisonniers qui ont des besoins primitifs d'hommes et qui se farcissent le fion d'un prisonnier un petit peu random. Et là, en l'occurrence, ça va tomber sur et j'aime Andy. bien quand Andy dit à Red, ouais, mais moi, il faut que je leur dise que je suis pas gay. Et l'autre, il fait, mais que tu sois un homme ou une femme, c'est pas important. Tant que t'es un humain, ça leur suffit. Hein. Donc ça te plante bien les personnages. Ouais, et pareil, c'est ellipsé assez vite. La scène de viol d'Andy, du coup, est très propre, je trouve vraiment. On voit la scène de bagarre, parce qu'évidemment, il va pas se laisser faire, jusqu'au moment où, du coup, ils sont 3, il est 1, il y en a un qui va se faire enfiler, et c'est pas une des 3 sœurs. La caméra, en fait, à ce moment-là, je l'ai presque ressenti comme un voyeur. Elle est là, et la caméra va se cacher derrière des étagères, parce que ça se passe dans un entrepôt un peu, où il va chercher de la javel, je crois, à la base, Andy. Et la caméra recule et se cache, mais sans même vouloir trop voir ce qui se passe. Et je me suis vraiment senti presque avec la caméra en fait à ce moment-là. Et évidemment, la scène de viol n'est absolument pas, elle est pas du tout explicite, mais on comprend bien ce qui lui arrive. Mais... En fait, la scène de viol dure 2 ans. Littéralement, c'est pendant 2 ans que Andy va subir donc ces violences. Oui. Et ces 2 ans sont regroupés. En fait, c'est-à-dire que le film est très long, mais le film se passe sur 30 ans. Et ces 2 ans vont être résumés en 3-4 minutes en fait. Une première minute qui va simplement résumer le fait qu'il se faisait violer. Et le reste, on va arriver sur la bière, sur le toit, qui va être un peu la résolution. Parce que après cette scène-là, on va avoir une dernière scène de violence. Et ensuite, les sœurs vont se faire défoncer par le garde principal, dont un qui va plus jamais remarcher et qui va bouffer à la paille. Mais donc parlons de cette scène sur le toit, si vous avez super. encore... Non, c'est super cette scène sur le toit, parce que c'est un peu une des seules scènes où tu les vois tous presque unis dans une espèce de fraternité improbable, tu vois. Pour expliquer, en fait, le pénitencier a besoin de rénover son toit, et tous les prisonniers volontaires vont mettre leur nom dans un chapeau, en fait, et ils ont besoin de 12 ouvriers pour aller travailler sur le toit. Et évidemment, ça enjaille beaucoup de monde, parce que ça reste du travail à l'extérieur, un peu plus détente que le travail de manutes qu'ils font au quotidien dans le pénitencier. Vu que Red, Morgan Freeman, c'est un peu le personnage qui peut tout avoir dans le film, moyennant 20% de taxes, il arrive à se débrouiller pour que ce soit lui et ses potes qui s'occupent de faire de passer du goudron en fait sur le toit. Ils sont sous haute surveillance avec le surveillant principal, et le surveillant principal a une discussion avec ses collègues qui explique qu'il a touché $35,000 d'héritage, mais lui ça l'emmerde prodigieusement, parce qu'avec toutes les taxes qu'il y a avec ça, il va non seulement pas toucher grand chose, et en plus il va devoir payer plus qu'il a touché, et ça l'ennuie. Et là, Andy, qui est un ancien banquier, Andy, personnage principal qui est un ancien banquier, va venir à sa rencontre pour lui dire qu'il peut solutionner tout ça. Bon, il manque d'être jeté dans le vide, mais voilà. C'est-à-dire qu'il faut voir les balls d'Andy. Hein. Le garde à qui il va adresser la parole, c'est le garde qui tue le petit gros au début, le garde qui défonce absolument n'importe quel prisonnier qui le regarde mal ou qui lui passe trop près. Même quand t'es banquier, faut vraiment en avoir... Non, là pour le coup, il a vraiment eu des couilles en adamantium pour y aller. C'était très très cool d'ailleurs cette scène-là. Et du coup, lui il ne demande pas grand-chose. Il va, je vais t'aider à faire des papiers qui vont pouvoir te dédouaner. Et en plus, tu vas pouvoir toucher cette somme sans avoir de frais et aucune taxe. Même en contrepartie, j'aimerais juste avoir des bières fraîches tous les jours où on va travailler sur le toit pour moi et mes gars. Par contre, Andy il joue un peu au con quand même, parce que il va pas juste dire aux gardes je peux vous aider, tout ça. Il va dire est-ce que vous avez confiance en votre femme, est-ce que vous pensez qu'elle peut vous tromper, vous faire un enfant sur le dos. C'est sûr que c'est pas le meilleur moyen d'approcher un personnage comme le gars en question. Surtout quand t'as été jugé coupable du meurtre de ta femme et de son amant. Il lui dit plusieurs fois en plus. Mais ils sont assis sur le toit vers 10h et ils boivent une petite bière fraîche, tranquille. Et c'est la première vraie scène joyeuse du film. Oui. Et même là, la colorimétrie est bien plus chaude. Et voilà, exactement. Et ils sont tous en train de sourire. Il y a même un Haywood qui s'était embrouillé sur une des premières scènes avec Andy sur donc la mort du petit gros et son nom, qui va lui donner une bière, qui va lui dire bah vas-y. Andy va dire non, j'ai arrêté l'alcool, on sait pourquoi. Mais
Et donc là, on rentre dans ce qui est donc la deuxième grosse partie du film où la vie en prison va plus être aussi dure qu'avant. Déjà parce que le leader des trois sœurs, il va se faire éclater comme l'a dit Vivien. Et ensuite, Andy va prendre du pouvoir au sein de cette prison et donc la vivre un peu mieux. Il va se trouver une famille. Andy est intégré dans la prison et il est intégré notamment à Red, qui est presque l'homme qui représente la prison et la façon dont fonctionne la prison, par ses magouilles et tout ça. Il va y avoir vraiment une amitié, une bromance entre ces deux personnages qui va s'installer, avec notamment, juste après la scène des bières, une promesse: je t'apprendrai à jouer aux échecs. Et ils feront un jeu d'échecs avec le petit ustensile que Andy a demandé au début du film, un petit taille-pierre à comment il s'appelle, Red. Et donc, j'ai complètement oublié ce que t'avais dit, Kevin. T'avais dit quoi, Kevin, avant que je... Non, j'avais dit que c'était la première scène chaude et que ensuite on aurait donc dans la deuxième partie du film où tout se passe mieux et Andy prend du pouvoir au sein de cette prison. C'est ça. Après le cassage de tête de la sœur, Andy va donc être un certain temps à l'infirmerie. Ses collègues vont... ses amis, en fait, maintenant sa nouvelle famille, vont essayer de l'aider en cherchant les fameuses pierres pour qu'il puisse faire son passe-temps. Et t'as la première scène comique, là, aussi, où Haywood arrive avec donc une supposée pierre et il fait: regardez les gars, je crois que j'ai trouvé une pierre. Et t'as tout le monde qui fait: mais alors c'est pas ça ni ça. Et t'as Red qui lui dit non mais ça c'est de la merde de cheval. Et l'autre il fait séché et calcifié. Il lui répond: merde. Il fait: non, de la merde de cheval, hein. Et donc après il la casse, il voit que c'est vraiment de la merde, il sent ses mains, et il fait merde quoi. Et c'est là où vraiment on sent que le film prend une nouvelle vague. C'est ça, et j'aime beaucoup ce côté, encore une fois, j'ai utilisé le mot fraternité tout à l'heure, là pour le coup ça prend encore plus son sens je trouve, parce que du fait que Andy va rester 15 jours ou un mois à l'infirmerie suite à sa dernière rencontre avec donc les trois sœurs, le jour de sa sortie ou quelques temps avant sa sortie, tous ses copains de prison du coup vont lui offrir des cailloux justement pour qu'il puisse sculpter des petits objets, hein, c'est son passe-temps, c'est ce qu'il dit dans le film. Ils vont lui offrir aussi un poster grandeur nature qu'il avait demandé de Rita, une actrice qu'il aime bien, ouais, à l'échelle 1-1 presque, la photographie. Voilà, donc du coup quand il retourne dans sa prison et qu'il voit tout ça et qu'il découvre tout ça, ça apporte énormément de chaleur et en tant que spectateur en fait d'un seul coup tu souffles un peu, tu fais c'est bon, peut-être qu'on va rentrer dans une phase un petit peu plus détente, surtout sans le stress de ces trois connards, hein, de ces trois sœurs, hein, du coup. C'est presque comme si nous, en même temps qu'Andy, on est habitué à cette prison en fait maintenant. Oui. C'est-à-dire que cette prison, c'est pas seulement notre décor, c'est là où se passent les choses et on oublie ce qui se passe derrière. On va être rappelé très rapidement de ce qui se passe derrière avec Brooks dans une quinzaine de minutes à partir de ce moment-là. Mais sinon, on a complètement oublié qu'il existait un monde extérieur. On est dans la prison. C'est ça, et on va bien comprendre qu'Andy va prendre énormément d'importance à partir du moment où il a aidé aussi le gardien principal du coup avec ses problèmes, les papiers à remplir pour se dédouaner, être free tax, etc. Il va commencer à aider beaucoup du personnel de la prison à résoudre des problèmes financiers en fait, plus ou moins, à les aider à remplir leurs fiches d'impôts, etc. Et jusqu'à arriver après au step supérieur où il va aussi aider le directeur de la prison dans des magouilles, on comprendra très rapidement ça, mais aussi voilà, à classifier un petit peu ses documents, à organiser de façon à gagner en rentabilité. C'est ça. C'est-à-dire que le petit Andy est devenu le comptable, presque en fait quelqu'un une part des employés de la prison à part entière en fait. Totalement, c'est le comptable officieux des magouilles de Norton. Et en parallèle, on voit aussi l'évolution de la bibliothèque, qui était à la base des trucs avec des bouquins que ça faisait presque depuis l'arrivée de Brooks, qui avaient les mêmes. Et on va... c'était vraiment un hangar humide quoi, le truc. Même la gueule des bouquins, hein, c'est jauni, et on va voir que Andy va envoyer toutes les semaines une lettre au Sénat pour choper des subventions et tout, et il va réussir à l'avoir. J'ai bien aimé aussi cette scène où ils construisent toute la bibliothèque, parce qu'ils cassent un mur et tout. Et
pareil, où il y a une petite scène qui me fait toujours sourire, c'est quand ils lisent les bouquins pour savoir dans quel compartiment on va les mettre. Et t'as Heywood qui parle donc il lit le Comte de Monte Cristo. Bon, il galère un peu à le dire et il dit Alexandre Dumas, Alexandrie. Et l'autre il lui fait non, c'est le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Et ça parle d'une grande évasion. Et t'as Red qui répond ah bah ça il faudra peut-être le mettre dans le côté pratique alors, dans la section pratique. Études et pratique. Ouais. Et pareil, tu sais, on a l'impression, bah c'est bon, on est avec eux, on rigole avec eux, on vit ces petits moments de bonheur avec eux en fait. Comme quand un des plus beaux moments de ce film, ça reste la musique. Ah, c'est superbe. Le moment de la musique. En fait, il faut comprendre qu'Andy, pour avoir cette bibliothèque, d'abord a envoyé pendant plusieurs années, 6 ans, des lettres chaque semaine au Sénat. Et ils vont finalement recevoir donc des livres, une subvention de $200. Et il va continuer d'envoyer ces lettres, ça. Mais au milieu de tout ça, il va trouver un disque, Le Mariage de Figaro, donc un opéra, que Andy va mettre, on va dire illégalement, après avoir s'être enfermé dans une pièce. Et va donner cette musique, donner cet espoir en fait, qui va appeler après, à toute la prison par le biais du microphone. C'est ça, la musique va être diffusée dans toute la prison. Et lui, pour ça, pour avoir apporté encore une fois un peu de sourire et de gaieté ou même d'interrogation à tous ses collègues détenus en fait quelque part, va se prendre 15 jours de mitard, ça, il se prend 15 jours de trou, il me semble. Ouais, il est puni par 15 jours de trou. Ouais. Donc il va se prendre 15 jours au trou. Mais oui, on a une scène magnifique du coup où Andy va jouer cette musique dans toute la prison, où tous les prisonniers vont se demander ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, vont trouver cette musique magnifique même s'ils n'y comprennent rien. Et Andy qui, tout fier, tout content, va rester, le micro allumé, la musique, va monter le son quand le directeur va venir. Et c'est vraiment une joie absolue, même pour le spectateur, en fait. Ouais, et puis quand tu regardes, ne serait-ce que la scène, plus personne ne bouge, tout le monde regarde en l'air. C'est une belle scène. Ça fige un petit peu l'instant, en fait. Le seul truc qui bouge, finalement, c'est la musique. Mais tout le reste, tous les autres intervenants, à ce moment-là, sont figés d'extase ou de découverte pour la musique. À ce moment-là, ils ont l'impression qu'il n'y a plus de mur. Dans sa cellule, il y a des affiches. À la base, c'est Rita. Après, ça va être Marilyn Monroe. Ça va évoluer. On va voir aussi comme ça que les choses évoluent. À la fin, il y a Einstein. Mais moi, il y a un personnage que j'aime bien, qui arrive bientôt, qui est bientôt introduit. Moi, je l'ai appelé Danny Zuko. Et ceux qui ont la ref, ça me fait plaisir. Et moi, j'ai vraiment cru qu'il avait commencé à chanter. Hein. Le petit jeune de Grise, hein, tout simplement. Bah oui, bien sûr. Mais c'est aussi élément perturbateur, du coup, pour le coup, à son insu. Mais c'est l'élément perturbateur de l'acte 2 du totalement. film. Et puis même, il change un peu la dynamique du truc, parce que ils commencent à tous être vieux dans cette prison. Lui, tu vois, il est énergique, il raconte des blagues, des conneries, beaucoup de conneries. Beaucoup de conneries. Et oui, donc c'est l'élément perturbateur. Et c'est surtout un prisonnier qui est là pour 2 ans. C'est la première fois qu'on nous introduit à une peine courte pour des délits mineurs. Un gars sympa on va apprendre plus tard qu'il a une femme, qu'il a un enfant, qui veut apprendre d'Andy à lire, à écrire, à passer son bac pour élever correctement son enfant et ne pas être un mauvais puis il père. lit pas bon aussi. Dans la version française, il lit pas bon. Je lis pas bon. Et l'autre il l'arrête, il fait tu lis pas bien. Bien sûr. Et en fait, il va être mis en contraste. Et là, je sais pas vous, mais moi je me suis pris une grosse claque de retour à la réalité. Quand on va avoir un retour on est tous innocents ici, dit par Andy. Encore un gros moment de joie pour le spectateur. Mais on se prend une grosse claque quand Tommy est choqué d'être un peu, on va dire, innocent ici. Dans la cantine, en fait, Tommy va demander pourquoi tout le monde est là, et donc ça va repartir sur ça. Parce que Tommy, en fait, il raconte toutes ses histoires, il a volé et tout ça. Et à côté, on a une bande de meurtriers qui sont totalement mis en contraste avec ce petit jeune qui est là pour purger une petite peine, pour le recadrer vite fait. Et je sais pas, il y a un truc là-dedans qui me... Bah finis ta phrase. Je vais activer le traducteur de Vivien. En fait, ce que veut dire Vivien, c'est que lui, tout du long de sa vie carcérale au pénitencier, avec de Vivien, les héros, du coup, Vivien. ah bah non, faut pas.
Déjà tout à l'heure j'ai raté une bonne blague avec Ayrton Senna, le Sénat, tout ça, je dis rien. Mais là je vais rien dire. Pourtant ça allait dans le mur, tu vois, cette affaire. Mais bref. J'aime bien. Ouais, je sais, non, mais merci. Ce que veut dire Vivien, c'est que lui, le petit jeune, du coup, il va raconter qu'il est coupable à tout le monde et raconter pourquoi il est là à tout le monde. Et d'un seul coup, il est confronté à des gens qui te disent ouais, non, mais nous, on est innocents en fait. Et ça te crée un fort contraste avec Non, ça. mais le plus gros contraste, surtout, c'est quand donc il raconte ces conneries là. Et t'as Andy qui va lui dire qu'il est innocent. Enfin, pourquoi il est là, et puis après il se rappelle, et puis il lui dit tout simplement la phrase qu'il avait entendue avant. Ouais, bah c'est mon avocat qui m'a niqué, quoi. Alors quand nous on dit avant, c'est-à-dire nous c'était il y a 1 heure, pour les personnages c'est il y a Oui, mais 20 bon, ans. c'était avant quand même. C'était 1 heure L'autre jour. C'était avant, c'est quand il était jeune. Mais après, je me suis rendu compte aussi que c'était plutôt détente la prison, hein. Ils boivent du coca. Ça va, ça a changé quand même, hein. Mais je pense que c'est une marque de privilège en fait. Et ça, c'est une très bonne intention de réalisation. C'est bien que tu en parles. C'est que est-ce que tout le monde boit du coca ou est-ce que eux boivent du coca? Tu vois, parce que ce petit groupe du coup qui gère la bibliothèque, Andy qui est devenu comptable, Red qui travaille à la menuiserie, mais aussi en parallèle est l'intendant un peu de la bibliothèque aussi. Ils ont des privilèges et le fait d'avoir un coca au second plan du film de manière très discrète, la bouteille elle est là, la bouteille en verre en plus elle est posée de manière discrète, on lit même pas l'entièreté de l'étiquette Coca-Cola. Non, mais arrête, nous, on sait, Olivier, on est l'autre des il boit, il fait ah, vachement frais. Ah non, ça c'était une pub que j'ai regardée entre temps. Ah ouais, bien sûr. Je pense que c'est justement pour marquer aussi les privilèges que eux ont acquis, peut-être pas à la sueur de leur front, en tout cas à la sueur du front d'Andy. Parce que en gros, c'est lui qui a fait tout le taf en vrai. Ouais, c'est le seul qui sait lire là-dedans, donc tu m'étonnes. et une autre scène, après, donc, comment il s'appelle Tommy, il va dire mais j'ai déjà entendu cette histoire. Est-ce qu'on peut en parler juste après? Non, en fait, là, ce que tu parles, on va rentrer dans le 3e acte, qui est vraiment la chute. Je l'ai appelé comme ça, voilà, le dernier acte, la chute. Mais en fait, je suis pas d'accord avec toi, Vivien, sur le 3e acte. Mais vas-y, j'expliquerai après. Vas-y, exprime ta pensée. très bien. Moi, d'abord, je veux parler d'un petit truc. C'est la prison en elle-même. Parce que là, on a parlé, ils sont tranquilles dans leur prison. On a l'impression, voilà, ils sont comme chez eux et tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est la marque de potentiel de privilège. Mais on est à la base sur un roman de Stephen King, dans lequel le grand méchant, c'est la prison. De ce que j'ai pu comprendre, je n'ai pas lu le roman, mais de ce que j'ai pu comprendre, la prison dans ce roman est un cauchemar en fait. C'est vraiment un endroit effrayant qui est dans ce film absolument jamais retranscrit. Parce qu'à un seul moment, à part au début et à part avec le gardien, vous avez ressenti cette prison comme un endroit où on s'y sent mal. Le premier acte où Andy subit les agressions et tout ça, et puis où c'est très terne, très gris, machin, mais non, à partir du 2e acte, je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est pas un camp de vacances, hein, n'exagérons rien, mais ça va, c'est tranquille. Le gigantisme de la prison, en fait, dans le premier acte, est aussi bien mis en avant, avec beaucoup de contre-plongées sur les murs. Du coup, t'as l'impression que les murs sont très très longs, et il fait très froid, très terne. Et puis vous avez vu, quand Andy arrive et donc regarde la prison, où on voit donc une fenêtre immense, ça m'a fait penser à une église. Oui, mais je pense qu'il y a en plus une chapelle de toute façon dans cette prison, même si on ne la voit Oui, pas du tout. et puis ça va avec le côté très chrétien de Norton, du directeur. La prison dans le premier acte est imposante. Dans le 2e acte, la prison est inexistante. Et dans ce que tu vas dire, et c'est pour ça que pour moi ça, c'est le début du 3e acte, on a un retour sur, même plus, c'est pas la prison en elle-même, mais là sur la gestion de la prison et sur le directeur, qui retourne plus que être imposant, qui est pour le coup un réel élément horrifique, et c'est comme ça que va être filmée une des scènes qui va arriver, un élément tout simplement, une prison qui fait peur, et on retourne sur ça. C'est pour ça que pour moi c'est le 3e acte qui va arriver après la révélation de Tommy. Et donc Kev, la révélation de Tommy qui est... Ah, c'était quoi la question ? T'allais parler de ce qu'elle avait... mais Tommy connaissait une chanson donc de Grise. La vérité. Tout ça. Voilà, vous voyez. Et donc, non, Tommy il dit, j'ai déjà entendu cette histoire que quelqu'un il a tué un homme et une femme dans leur lit, tout ça. Et donc on se rend compte que peut-être Andy a été condamné par erreur. Andy donc apprend ça, va voir le directeur, lui dit, hey, directeur,
il y a moyen, moi je sorte quand même. Le directeur va dire, le directeur va dire, non, tu restes mon gars. Et Andy va lui dire, vas-y s'il te plaît, promis, je dis pas que tu traînes dans les magouilles. Et donc là, Norton, il va s'énerver encore plus. Il va dire, oh, vous le mettez au cachot, ça va lui faire du bien. C'est ça qui se passe. Hein. Ouais, et puis après, comment il s'appelle, Tommy, il va être convoqué par Norton. Et à chaque fois que je dis Norton, j'ai l'impression de parler de l'antivirus. Et il va être donc convoqué à l'extérieur par Norton. Il va lui dire, t'es sûr de toi? L'autre va dire oui. Et puis après, il va se transformer en passoire. En plus, cette scène, de la façon dont elle est filmée, très très noire. J'ai pas compris, pourquoi t'as dit passoire? Il se prend 4 balles, du coup il est troué comme une passoire. D'où l'expression oui. on se fait transformer en passoire. J'ai eu un AVC. Ça va, Vivi? Tu vas t'en remettre ou pas? Tu fais rarement un AVC Non, mais du genou, hein, Vivien, en de quoi même tu temps. parlais. Et, et donc, il va mourir. Ça y est, ça se barre en couille. Et moi, ce que j'aime bien dans cette scène, enfin, ce que j'aime bien, c'est pas la mort de Tommy, je l'aimais bien ce personnage, c'est la façon dont sont filmés Norton et. Je me rappelle plus comment il s'appelle, le garde en chef. Mais tu sais, très sombre, on voit très peu leur visage. Et là, pour une fois, c'est pas une nuit bleue. D'ailleurs, excellent travail de photographie de manière générale sur le film. Pour un film de 94, je veux dire, le travail sur les ombres, le travail de la mise en lumière, etc. J'ai trouvé ça vraiment très 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 beau à regarder. C'est vrai, c'est vrai. En fait, ce qui est montré là, surtout sur ce que tu dis, Kevin, c'est dans la lumière, on a la réponse, on a la vérité, on a Tommy. Et dans l'ombre, et c'est tout simple, hein, mais c'est super bien fait. Et dans l'ombre, on va voir Norton et le connard, qui sont, c'est vraiment c'est Star Wars quoi. T'as la lumière, t'as l'ombre, tu vois. C'est, y a pas plus compliqué, mais faut savoir le mettre en œuvre, faut savoir le montrer ça. Et ils y arrivent, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Il a le saut Vivian approved. Exactement. Ensuite, donc Tommy meurt. Personne n'est là pour plaider l'innocence de Andy. Il va se retrouver au cachot dans le trou pendant 30 jours, un mois, puis un mois, parce que faut qu'il apprenne sa leçon. Et donc, en sortant du trou, comme Marc. en fait, c'est très étrange, c'est le film. Marc du trou. Et moi, faut que je rigole au bout d'un moment, j'en ai marre. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est trop sérieux. Marc Dutroux, j'aime bien. En sortant du trou. Alors, mais par contre, Olive, je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est en sortant du trou que le troisième acte commence, peut-être. Non, pour toi. en fait, pour moi, les 3 actes du film sont bien marqués. Les 3 actes du film sont séparés par les 3 actions, les 3 recours en justice de Morgan Freeman. D'accord, ok. 2 fois de suite, à chaque fois en fait qu'on a le coup de tampon du rejeté pour sa demande de conditionnel. Pour moi, ça marque la fin de l'acte 1, début de l'acte 2, etc., Et en plus, il dit à chaque fois la même phrase, sauf à la dernière fois. À chaque fois qu'on lui demande s'il est prêt à sortir et donc à être réhabilité, il dit oui et il fait la même tirade. Oui, il a un texte, quoi. C'est comme s'il avait le scénario. Moi, j'aimais bien ma vanne sur Dutroux, en fait. Hein, c'était bien. Hein. On a la promesse. Oui, en fait, oui. Andy va sortir du trou. Et on a la promesse. La promesse qui est une chose importante dans ce film, c'est la promesse de sortie. On a un Andy un peu dépressif, mais on a l'impression qu'il est heureux, dépressif. Je sais pas comment expliquer ça. Toujours cet éclairage assez intéressant de l'ombre et de la lumière. Andy dans la lumière et Red dans l'ombre. Et ils vont se parler et Andy va demander à Red de lui promettre d'aller chercher quelque chose que Andy a caché sous un chêne, sous une pierre. Et donc, c'est marrant ce Morgan Freeman, homme libre. Et donc, du coup. Donc, Andy fait promettre ça à Red. Comme quoi on va sortir, ils vont s'évader. Et les personnages savent que s'évader, ça veut pas dire sortir de la... Enfin, il dit pas s'évader, je crois, il dit juste on sortira. Et ils savent que sortir de la prison, eux, ce qu'ils connaissent de l'expérience de sortir de la prison, c'est Brooks. Et Brooks, il est jamais sorti de la prison, à part quand il s'est suicidé. Et Andy, il vit une passe difficile, donc ils ont peur qu'il se suicide, surtout quand il commande 2 mètres de corde à l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Hey Wood, putain, respecte-les quand même, merde. Et donc Andy va se coucher. Et le lendemain, Andy n'est plus Et là. Norton, il va dire une phrase, elle est magique. Il fait non mais... La base VPN des infos de mise à jour. Non, c'est pas ça, pardon. Non, il dit, le mec, c'est Votali... Voilà.
vache. Le Volatilisé. mec s'est volatilisé comme un paix dans le vent. Waouh, le romantisme. Magnifique. Et donc voilà, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Moi, j'aime bien comment c'est présenté ça et Ouais. comment c'est amené. Toute cette scène-là jusqu'à la disparition d'Andy, il y a vraiment un côté. C'est Morgan Freeman, du coup, qui s'inquiète. D'ailleurs, il le dit. Il fait, j'ai passé une de mes plus mauvaises nuits depuis mon incarcération. Parce qu'il s'inquiète de tout ce que tu as dit juste avant. En fait, il sait que Andy va pas bien. 2 mois de mitard, ça change un homme. Surtout que le mitard, chez eux, ça a quand même l'air d'être quelque chose d'assez énervé, tu vois. Et c'est un des premiers, quand les portes de la prison s'ouvrent au matin, enfin les portes des cellules s'ouvrent le matin pour qu'ils aillent travailler ou enfin voilà quoi, reprendre la vie carcérale quotidienne. C'est Morgan Freeman, c'est un des premiers à sortir et tout de suite il ziote, il va vraiment essayer de chercher du regard s'il voit Andy sortir de sa cellule, ce qui n'arrive pas et ce qui n'arrivera pas. Ouais, et du puis coup. tu sens l'inquiétude dans son regard. On a un vrai suspense qui est mis sur le fait ce qui s'est suicidé, ce qui s'est pas suicidé. Et là, on se rappelle, mais mince, le film s'appelle Les Putain, Évadés. oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Ah, mais il est tout seul à s'évader. Ben ouais. Ouais. Non, mais il y a l'évasion psychologique, l'évasion. T'as hésité pour dire l'évasion, l'évadation, à vous. Philosophique, l'évasion. À vous, Vivien, on Non. le sait. J'en sais rien. Je me rappelle déjà plus, c'était il y a 3 secondes. Non, mais. Et une belle évasion. Hein. Il a été fort, le gars. Exactement, une très belle évasion parce que le petit outil que au tout début du film, on se dit ah il va s'évader avec. Ah bah non, au final il s'évade pas avec. Ah mais il s'est évadé avec. C'est un outil que Red a dit, putain, il faudrait 600 ans. C'est Red qui lui dit ça. Et après, il dit bah en fait, il lui a fallu que 19 ans. Ensuite, donc, Andy s'est échappé. Tout ça, c'est raconté par Red. On va dire le tiers du film est raconté Tout par le Red. film, On va tout dire. le film. Bah, dès c'est qu'il y le a narrateur. de la narration. Oui. Red, c'est le narrateur du film. Et on va apprendre comment il s'est évadé. Quelqu'un veut peut-être. Allez, vas-y, Kevin, chauffe-toi. Andy, il a gratté au début pour écrire son nom. Sur un mur. Il a gratté sur un Ouais, mur il pour a écrire écrit son sur nom. un mur. A-N, clac. Il y a un gros. Enfin, il y a un petit morceau du mur qui tombe. Et là, Andy, il connaissait la géologie. Et il s'est dit peut-être moyen de. Peut-être moyen de moyenner. Et quand on voit la taille de la prison, on se dit bon, c'est quand même du bon matos. Hein. Et il va gratter tous les soirs. Et là où il est très intelligent, c'est que toute la poussière, les petits cailloux et tout ça, il va les mettre dans ses poches. Il va faire un trou dans ses poches. Et quand il va sortir faire la promenade, il va faire tomber tous ces cailloux, tous ces gravats. Donc, comme ça, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Et on va le voir, juste avant de partir, il va faire un petit coup fourré à Norton. Il va lui prendre ses chaussures. Et ses livres de comptes, tout ça. Et il va commencer, après avoir creusé, il va mettre le livre de comptes et les fringues qu'il a piquées à Norton dans un sac plastique. Il va fermer le sac plastique avec les 2 mètres de corde qu'il a utilisé. Et il va rentrer dans ce trou qui fait à peu près 250 km. Parce que je suis désolé, hein, il a l'air vachement long ce trou. Hein. Et là où tu te dis, mais Andy, c'est un génie. Quand il arrive à côté de l'évacuation, enfin du tuyau d'évacuation, de la canalisation, il y a des tonnerres en même temps. Donc à chaque fois que le tonnerre gronde, il va taper sur la canalisation pour la casser. Il va réussir à la casser, il va y avoir un geyser de merde qui va lui retomber dessus et il va passer. Littéralement, puisque c'est le tuyau en fait par lequel il va s'évader et sur lequel il tape, c'est le tuyau du tout à l'égout. Il va donc ramper dans ce tuyau pendant 500 mètres, ce qui équivaut à 5 terrains de foot, comme ils le disent. Et donc il va réussir à s'en sortir et il va tomber dans une petite rivière qui passe par là. Il pleut. Et là, comme le dit le narrateur, ou je sais plus comment il le dit vraiment, mais il est lavé de ses péchés presque pour enfin vivre sa vraie liberté. Et c'est une comparaison assez subtile avec un autre dialogue qu'il y a eu plus tôt, du fait que Andy, pour devenir criminel, il a dû aller en prison. Et pour se libérer de tout ça, il n'est pas passé par la prison, mais il est passé également par la merde, quoi. Ouais, je suis d'accord, hein, oui, je suis d'accord. Il se retrouve dehors, il est en dehors de la prison, ça y est, il est libre. Il se met à poil sous la pluie et il va utiliser le faux compte qu'il avait créé, la fausse personne, la fausse identité qu'il avait créée pour cacher les comptes de Norton,
pour récupérer de l'argent, 370 000 $. C'est sympathique. Il est resté 19 ans en prison. Donc il a récupéré 370 000 $, ce qui fait 19 400 $ par an. Donc ce qui lui fait un petit salaire de 1600 $ par mois. Et je pense qu'à cette époque-là, t'étais bien. Surtout qu'après, il va au Mexique, donc encore plus tranquille. Et donc, Andy s'est échappé. Il va donner les livres de comptes à un journal qui va les diffuser et va crier à l'arnaque. Norton va se suicider à l'arrivée de la police. C'est con pour un chrétien. Mais c'est comme, tu sais, la broderie de sa femme. Je sais plus ce qu'elle dit, mais ça parle de rédemption, je crois, ou un truc comme ça. Et tout l'argent sale est derrière cette broderie. Andy part au Mexique. Il va à Zihuatanejo, au Mexique, proche du Pacifique. Merci. C'est un endroit dont il avait parlé à Red pendant la promesse, notamment promis d'y aller. Cette phrase n'avait aucun sens. Pendant la promesse il avait promis d'y aller. C'est pour bien appuyer que la promesse, c'est important, Olivier, ok ? Il a promis la promesse. Ouais. Il a promis qu'il réaliserait la promesse qu'il a promis, d'accord ? On va trop loin. Comme le trou de la prison. Donc, Red va avoir son dernier meeting de réhabilitation, voilà. Il va dire ce qu'il pense, il va dire ce qu'il a sur le cœur, comme quoi il croit pas, comme quoi c'est débile leur question, parce que réhabilitation, c'est un jeu de langage, et pour lui, ça veut rien dire. Il est presque insultant, en fait, insolent envers ces types-là. Et je suis pas sûr que les prisons, ça fonctionne comme ça, les conditionnels, mais on accepte sa réhabilitation. Et qu'est-ce qu'il fait, du coup ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, en fait, pendant les 5 premières minutes, on a très peur pour Red, parce qu'on le suit comme on a suivi Brooks, dans la même descente aux enfers, sauf que c'est un peu moins violent, vu qu'on est 10 ans déjà, plus il est tard, logé dans le 20 même ans plus appartement. tard. Il bosse dans le même supermarché. Ah, mais c'est plus le même directeur de supermarché. Alors, par contre, on est dans les années 60 à cette époque, 62 si je me trompe Non, pas. on est bien plus tard que ça, on est dans les années 70. 66. 66 ? Non, vu que c'est tous les 10 ans, on doit être en 67. Parce que l'histoire commence en 47. On est pas très longtemps après, on va dire, il y a toujours du racisme aux États-Unis. Je trouve les personnes très calmes envers. Non, et puis je pense que c'est pas le message Non, du du film. tout. Donc, du coup, et moi j'ai remarqué un truc hyper intéressant. Et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Et ça va être très profond ce que je vais dire. Et rien à voir avec le trou. Moi j'ai remarqué quand même que Morgan Freeman, quand il sort, du coup, qu'il a sa conditionnelle et qu'il est donc globalement libre, il est habillé exactement comme dans Seven. Même chapeau, même costume, même cravate, même chemise blanche. Est-ce que c'est un signe, sachant que Seven est sorti 1 an après ? Je me demande. Parce qu'il s'appelle Red. Il a changé peut-être de nom et il est devenu inspecteur. Non, mais c'est qu'il est habillé pareil que Brooks. C'est pour qu'on ait peur pour lui en fait. Donc Brooks, il est habillé pareil que Morgan Freeman dans Seven. Intéressant. Dans tous les cas, on va avoir exactement la même scène plan par plan que Brooks dans l'appartement avec la chaise, puis la table, puis la poutre, mais sans la corde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la poutre, il y avait écrit Brooks was here. Brooks était ici avant de se suicider. Red va écrire So was Red, comme l'était Red, et va s'en aller sans se suicider. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une promesse. Et c'est cette promesse qui va garder Red en vie. C'est la promesse qu'il a faite à Andy de le retrouver, de retrouver surtout ce qu'il a caché sous la pierre volcanique. Mais ça, c'est parce qu'en fait, tout simplement, Red, la promesse qu'il avait promis, bah, il l'a réalisée. On peut dire qu'il a tenu sa promesse. Ouais. C'est un homme de parole. Mais c'est intéressant. Entre deux conneries qu'on balance, c'est intéressant ce que dit Vivien. Oui, c'est exactement ça. C'est la promesse, l'engagement en fait qu'il a eu, qu'il a fait à Andy, ce qui va le maintenir en vie totalement. Techniquement et qui va lui donner un but en fait à sa sortie, au-delà de travailler, mais enfin au-delà du métro boulot dodo. Totalement, parce qu'il a quasiment le même discours que Brooks. Quand il voit il passe devant un étal, enfin une vitrine et il voit des armes, il se dit peut-être prendre une arme pour faire une connerie, pour retourner en tôle. Donc lui, il parle même pas du suicide Red pour le coup, mais ils vont s'arrêter sur une boussole. Ce qui va sûrement lui faire un déclic pour lui rappeler qu'il avait fait cette promesse et que il a un truc à aller chercher dans une prairie à côté d'un petit muret sous un chêne avec une pierre volcanique. Pour dire, donc il dit que une seule fois il va contourner la loi, c'est pour partir parce que normalement sa conditionnelle lui permet pas. Mais il va passer par le même endroit où
Andy a passé la frontière. Et donc, ouais, donc il a eu tout le cheminement de Brooks, sauf que à la différence de Brooks, il avait quelque chose qui l'attendait à l'extérieur. Son ami, sa promesse. Et donc, au lieu de se suicider, il va... Enfin, ce qu'on nous montre, c'est qu'au lieu de se suicider, Red va faire ses bagages, partir retrouver Andy dans une petite plage de paradis. Une plage très, très paradisiaque. Bon, on sait pas, hein, parce on voit que de l'eau et du sable. On sait pas, mais oui, ça a l'air d'être plutôt détente. Oui, ça a On l'air voit d'être, l'eau, du sable et un bateau, quoi. Un bateau qui retape comme Andy l'avait dit. Donc, et ça se finit comme ça. Et pour le coup, cette fin, elle dénote tellement avec le reste du film. Cette fin, je l'aime pas. Cette fin me laisse un potentiel imaginaire au moment où Red fait ses bagages et écrit So was Red. Parce que à partir de là, à partir du moment où il part pour retrouver Andy, on peut faire l'interprétation, sur-interprétation, tout ça. Moi, je pense que le fait qu'il se retrouve, bon, certes, ça te donne une fin finie, et j'aurais pas forcément aimé plus que ça le fait qu'il ne se retrouve pas à la fin du film. Mais j'ai l'impression aussi qu'on me bloque et qu'on me force à penser quelque chose qui n'est pas forcément Je vrai. vois ce que tu veux dire. Parce que, est-ce qu'ils se sont vraiment retrouvés? Est-ce que Red, il s'est pas libéré Ah, tu veux dire le suicide de Red? comme Brooks? Mais c'est la grosse théorie du film en fait. Ouais. Hein. C'est ça, c'est que c'est la deuxième grille de lecture du film en fait. Je pense pas qu'il y ait des messages sous-jacents énormes qui te disent bah, il s'est libéré lui-même de sa condition d'ex-détenu par autre chose que les retrouvailles avec Andy. Je suis pas sûr, je vois, hein, mais bon, enfin, peut-être que moi je l'interprète comme ça aussi parce que ça, certes c'est une happy end et les happy end ça fait toujours un peu plaisir, mais je me dis tout ce cheminement pour cette fin, ça me dérange pas. Je veux dire, j'accepte cette fin. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on m'oblige à penser, ce qui me fait penser qu'on m'oblige à penser, c'est qu'entre le moment où Red décide de partir et fait ses bagages et écrit So was Red, et le moment où il se retrouve sur la plage paradisiaque qui est beaucoup trop en contraste, enfin énormément en contraste avec le reste du film, on a une scène dans un bus, et cette scène dans le bus, j'ai l'impression que ça me dit, non, t'es toujours dans le monde réel, il va bien retrouver... comment il s'appelle, Andy. Et c'est ça c'est pour ça que j'aime pas cette fin. J'ai l'impression qu'on m'oblige à penser quelque chose que j'ai pas forcément envie. J'ai pas forcément envie de l'avoir là. Mais je suis assez d'accord avec toi en fait. J'ai vraiment l'impression que cette fin, telle qu'elle l'est présentée, en fait, le côté paradisiaque, et puis il arrive sur au bord de enfin, c'est improbable en fait ce qui se passe. On a un film qui pendant 2 heures est hyper manichéen, hyper froid, hyper ancré dans le réel, même si c'est un réel pénitentiaire. Il est très dur et dans la réalité, tu vois, c'est bon. C'est très humain ce qui se passe. Et d'un seul coup, la fin, dans les 5 dernières minutes, il prend un bateau, enfin on sait pas, il y a une ellipse, mais il arrive sur le bord de la plage par une petite barque finalement. Comment il s'appelle, Morgan Mais Freeman. non, t'as vu ça Il où tombe toi? direct sur. Bah, il arrive par le bord de Non, mer. non, mais On sait pas d'où il arrive. Il- Il arrive de Oui, mais la pas par une plage. barque. Il arrive de la plage. Non mais que même s'il y a une barque, on le voit pas dans une barque. Donc, Oui. Non, on le voit C'est- pas dans une. Non, mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les non gars. mais moi je pense qu'il Ils longe sont la dans une plage barque. parce que c'est cool. Mais c'est là où il y a le contraste ultime, c'est qu'on a vécu pendant, on les a suivis pendant 20 piges dans une prison très terne, très truc. Et là, le contraste c'est vraiment différent. T'as un truc paradisiaque. Je pense que c'est pour cette vraie cassure, la vraie liberté, elle est maintenant. Ne serait-ce que avant, quand il arrive dans la prairie, les lumières sont très très chaudes. C'est le soleil, ça. Ouais. Ouais, mais regarde, quand ils sont à la prison, il y a du soleil aussi, et pourtant c'est pas aussi chaud. Hein. Bon, c'est à Portland, après vous me direz, donc c'est pas non plus le truc le plus ouf de la Terre, mais par exemple, quand ils sont dans la ville, c'est très terne encore, et là, ne serait-ce que quand il est dès qu'il sort de la ville, en fait, ça va être très lumineux, très chaud, très, très liberté, en fait. Mais j'ai envie de vous dire, j'aime pas la fin, mais est-ce que c'est pas normal? Est-ce que en fait le film, la réalisation et le scénario me font pas ne pas aimer cette fin et me ressentir ces choses à la fin exprès? Parce que c'est possible, c'est peut-être de la surinterprétation, mais ce que je ressens à la fin, le sentiment que je ressens de
je sais pas que je suis pas content, c'est juste que j'aime pas trop, j'aime pas trop ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on m'oblige à quelque chose. Est-ce que ce serait pas le sentiment d'être institutionnel? Peut-être aussi, c'est une bonne Ou piste peut-être de que tu réflexion. préfères qu'il reste en tôle parce qu'il est coupable, Red. Non, même pas, c'est pas ça, c'est le fait que, je sais pas, j'ai l'impression que le sentiment que je ressens, là plus j'y réfléchis, alors c'est de la surinterprétation, hein, sûrement, mais le sentiment que je ressens, ça aurait pu être un sentiment que voulait faire ressentir Darabont ou Stephen King peut-être dans sa nouvelle, je ne sais pas d'où ça vient cette scène-là, mais le sentiment de le fameux devenir et être institutionnel que Brooks a ressenti. Ce sentiment étrange de mal-être en fait. Peut-être parce on nous a, pendant 2 heures, on va dire 2h15, on nous a éduqués presque à ça, à ce truc terne, cette prison, cette non... cette non-liberté, et là où, comme tu dis, ça dénote, c'est que sur la plage, il n'y a aucune construction. Bah, d'un seul coup, on se retrouve vraiment à full liberté en fait. On est clivé pendant 2 heures et sur les 2 dernières minutes même de film, c'est la liberté la plus Je pense totale. que la fin, ça aurait été, il se retrouve dans une ville, ça nous aurait peut-être moins marqué. On aurait plus dit, ok, ça me paraît plus logique. Et si on enchaînait sur une petite conclusion, Vivien? Bah très bien, alors concluons, les évadés. Kev. Ma conclusion va ressembler beaucoup à ce que j'ai dit au début, c'est qu'il a beau être... Il prend son temps, peut-être même parfois trop. Il est long, c'est vrai que les 2h20, on les sent pas mal. Mais pour moi, ce film... ouais, comme j'avais dit, j'avais lâché le mot, c'est un chef-d'œuvre. Je veux dire, la photographie est bonne, j'ai de l'empathie pour les personnages. Je trouve que la réalisation n'en fait pas trop. Elle est très bonne, et quand il faut changer un petit peu pour certaines scènes, ça fonctionne très bien. Donc, si des gens l'ont pas vu, bah, je vous dis, courez le voir, parce que vraiment c'est un très très bon film. Si vous l'avez déjà vu, mais il y a longtemps, bah, revoyez-le, ça fait toujours plaisir. Mais en soi, non, c'est pas un de mes films préférés, mais c'est un film que j'aime regarder. Tout comme j'aime regarder La Ligne Verte dans le côté carcéral. C'est 2 films. Même réalisateur. Ouais, voilà. C'est 2 films que j'apprécie énormément, que pour moi sont des chefs-d'œuvre. Et non, en fait, go, allez-y. Olive. Eh bien, comment dire, c'est un film qui vous laissera, si vous l'avez pas vu et que vous comptez le voir, voilà, quoi qu'il en soit, même si vous l'avez déjà vu, je pense que... Non, globalement, c'est un excellent film. C'est un excellent film. Comme a dit Kevin, c'est un film qui prend son temps. Et c'est quelque chose dont on n'a plus, avec le cinéma d'aujourd'hui, on n'est plus habitué à ce genre de film parce qu'aujourd'hui, les films vont très vite. C'est très en accord avec notre rythme de vie, en fait. Le cinéma de 2020 ne ressemble plus du tout au cinéma d'il y a 20 ans et encore moins au cinéma d'avant. Et ce film prend son temps pour de très bonnes raisons. Alors oui, aujourd'hui, il peut sembler très lent, voire peut-être parfois un peu trop, parce qu'on n'est plus habitué à avoir des films qui prennent le temps de poser leur ambiance, de poser leur histoire, de poser leurs enjeux de manière, là, pour le coup, très factuelle et très propre. Donc c'est un film qui un soir, c'est un film qui demande un mood en fait. C'est un film qui va pas vous mettre dans un mood qui va pas vous faire rire ou très peu. Il est très froid hein, quand même comme film, mais c'est un excellent film sur l'humain, principalement l'humain, sur la réincarcération, l'incarcération et la sortie en fait de cette incarcération. Comment est-ce que c'est géré? Donc si c'est quelque chose avec lequel vous avez une sensibilité, foncez vraiment voir le film. Et si juste vous êtes curieux de découvrir un cinéma qui ne se fait plus trop aujourd'hui, ben, allez voir aussi ce film. Et toi, Vivien? Eh bien moi, ce film a pris une place là, depuis le podcast, en plus dans mon classement intérieur, parce que j'ai l'impression que j'ai réussi, alors c'est peut-être de la surinterprétation, mais comme j'expliquais à la fin, à ressentir le fameux devenir institutionnel, tout ça, et que j'ai l'impression que c'est un des rares films qui me fait ressentir un propos du film de cette façon. Dans tous les cas, ce film, que ce soit vrai ou pas, ce que je pense, que je crois, je le trouve génial et je pense qu'il est à voir parce que, en effet, c'est une vraie écriture sur le social et sur la prison et sur même les personnes en général, l'humain. C'est forcément un bon moment à passer. Alors un long moment, peut-être à regarder en plusieurs fois, mais je pense qu'on ne peut pas passer de mauvais moments. Parce qu'on a un bon jeu d'acteur, on a un bon scénario,
on a une bonne photographie, vous avez déjà tout dit, vous avez déjà fait un bel éloge au film, et j'en ferai pas plus que ça, parce que ça nous suffit, et je vais juste vous demander de voir ce film, si vraiment, même si vous êtes très peu intéressé par le cinéma, je pense que ce film est à expérimenter, parce qu'il est simple, alors il est long, mais il est simple, et il est bon en fait, quand tu le regardes, tu te sens bien, t'as l'impression, tu sais que t'as regardé un truc qui est bien en fait. Et surtout, tu te sens libre. Tu mesures la chance que tu as, en fait. Aussi, oui, exactement, c'est tout ce travail sur voilà, et vous pouvez faire autant d'interprétations philosophiques, sociologiques, même politiques que vous voulez sur ce film, parce qu'on parle d'un film qui est quand même sur la prison et la façon de se libérer, la liberté et l'incarcération sont des sujets très vastes et très, très complexes que chacun a en tête. Bref, je pense qu'on peut s'arrêter là. On fait une petite pause pendant juillet-août. Restez, hein, il y aura toujours quelques épisodes par-ci par-là qui vont sortir rien que pour vous, des petits épisodes d'été. Et on se retrouve du coup le 6 septembre. D'ici là, j'espère que vous passerez tous un excellent été. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup de nous avoir supportés pendant presque 6 mois révolus, presque 7 mois, je sais pas. Voilà, depuis fin janvier. Ouais, passez d'excellentes vacances. On se retrouve en septembre tous les trois dans peut-être de nouvelles aventures en tout cas, une nouvelle disposition. Parce que Vivien part pour des études supérieures peut-être, on ne sait pas. Enfin, on va voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Merci pour tout, des bisous et à bientôt. Passez un bel été, pensez à nous, mais pas trop. Mais soyez au rendez-vous le 6 septembre. Des bisous. Prenez soin de vous.